Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Pierre, bonjour. Bonjour Aurélie. On se retrouve presque sans transition finalement par rapport au précédent épisode où on a parlé de ton parcours, de ce que tu as fait, de ce que tu fais toujours, de ce que tu ambitionnes aussi un petit peu pour la suite. Et on avait fait une promesse sur le précédent épisode, c'était de parler de tes sources d'inspiration et de parler de ce qui t'a amené à forger ta pensée aujourd'hui, ce qui t'a peut-être fait faire des tournants à 90 degrés parfois dans ton parcours. On n'a pas eu le temps de le développer dans le précédent épisode parce que c'était déjà très riche et donc on va prendre un vrai temps aujourd'hui pour parler de ça. J'ai envie de te poser du coup une première question pour lancer ce sujet-là. Quelle est la première personne dont tu nous as parlé de ton premier livre ou en tout cas du premier magazine qui t'avait finalement lancé sur une certaine voie et qui ne t'a plus quitté? Quelle est la première personne dont tu te rappelles où tu t'es dit waouh? Alors ça, c'est sans aucun doute Léonard de Vinci. Sans aucun doute. Okay. Je me vois encore au primaire. Alors j'ai découvert Léonard de Vinci avec un de ses dessins où il avait dessiné en fait un cœur, l'anatomie d'un cœur. Et c'était en fait c'est une espèce d'affiche qui était dans la classe. Et ce cœur m'a toujours fasciné parce que moi j'étais très proche dans la classe, j'étais très proche de cette affiche et j'étais toujours fasciné parce que j'avais l'impression que ce cœur était vivant. Tellement la texture était belle. Il y avait une chaleur, il y avait une densité. J'avais l'impression de sentir la vibration et le pouls de ce cœur. Et donc ce cœur m'a suivi mais pendant très longtemps. Et donc bon, la maîtresse évidemment l'avait vu. Et donc elle m'avait expliqué voilà que c'était Léonard de Vinci et tout ça. Et il s'avérait que mes parents justement avaient un ouvrage sur Léonard de Vinci chez eux. Et donc j'ai commencé à regarder. Et là incroyable. Là, j'ai été face à des croquis qui véritablement sont tous magnifiques, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est que contrairement à tout ce que je regardais à cette époque-là, donc déjà moi j'étais dans les bandes dessinées à cette époque-là, mais les croquis passaient du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'on avait de l'anatomie, on avait de la mécanique, on avait des engins qui volaient, on avait des personnages qui étaient dessinés avec des espèces de faciès, mais avec des expressions tellement fortes. Je me suis dit, mais qui fait ça? Qui fait ça? Quelle est l'énergie que porte une personne qui fait ça? Et donc, voilà. Donc, je me suis renseigné. Et tu sais ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai demandé à ma mère, justement, de me ramener un bouquin de
sur Léonard de Vinci. Tu sais ce qu'elle m'a ramené? Ah non, mais ça, on en rigole encore de cette histoire. Il m'a ramené le tome 1 de Léonard ce génie. La bande dessinée. Alors moi, j'étais pas content. Ah non. Le vrai bouquin. Ah non, moi moi j'étais pas content. Et donc je lui ai dit non, mais je veux vraiment un ouvrage sur Léonard de Vinci. Et donc bon, du coup je me suis laissé quand même prendre par la bande dessinée, et finalement après j'ai lu tous les autres, tellement j'ai trouvé que effectivement même si c'était très caricatural, je trouvais l'énergie en fait de ce génie touche-tout, et qui arrivait à générer par sa pensée quelque chose de tellement large. Et il faisait des liens entre des choses qui me semblaient tellement séparées à cette époque-là. Et donc, c'est vraiment Léonard de Vinci, moi, qui m'a initié, il m'a inceptionné la notion de continuité. C'est-à-dire que lorsque il a jamais dit, il a jamais verbalisé, en tout cas moi j'ai jamais rien lu comme ça, mais le fait de faire des dessins comme ça, de choses complètement différentes, moi je l'ai compris comme disant, écoute, tu vois, j'ai dessiné ça, donc à toi de trouver le lien entre les deux. Parce que si je les ai dessinés, c'est qu'il y a forcément un lien. Je les ai pas fait comme ça juste parce que je savais pas quoi faire. Et à toi de trouver le lien. Amuse-toi, tu vois, c'est un petit challenge. Et donc là, c'est vraiment la première fois où j'ai été au contact de cette notion que effectivement les choses ne sont peut-être pas si séparées qu'on nous les présente. Ça, et du coup, moi, je voyais des dénominateurs communs, mais des dénominateurs communs qui n'étaient pas liés aux choses elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais que entre le cœur qui dessinait et les machines volantes, mais je voyais bien dans sa façon de dessiner les traits. Je voyais qu'il y avait des ressemblances. Mais pourtant, moi, ça m'aidait pas forcément à faire le lien. Mais je voyais qu'effectivement, s'il y a un lien dans la façon qu'il a de les dessiner, ça veut dire qu'il y a un lien dans la façon de les penser. Exactement. Et c'est là qu'est née ma façon de raisonner, en me disant qu'effectivement, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et que c'est cette pensée qui nous permet d'accéder à la réalité des choses, à la façon dont vraiment sont faites les choses. Et je pense que c'était le génie de Léonard, justement, de pouvoir voir les choses de cette façon-là. Et donc, lui, il voyait ce lien qu'il tissait, et qu'il arrivait à développer, mais dans tous les secteurs. Et quand on voit le nombre de spécialités qu'il avait, mais pour moi, ça a été une inspiration. Moi, je voulais être comme lui, en fait. Après, on m'a expliqué que ça n'existait pas, mais au début, quand les autres voulaient être vétérinaires, moi, je voulais être Léonard de Vinci. Ah ben oui, mais on m'a dit, c'est pas un métier, ça. Donc, faut trouver autre chose. Voilà. On avance un petit peu dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, pendant ton enfance ou ensuite l'adolescence, sont venues te faire un autre effet waouh, ou quelque chose de, comme tu disais, tu fonctionnes beaucoup au ressenti, qui t'ont vraiment appelé et ensuite qui t'ont suivi? Alors, concrètement, non, à part effectivement les auteurs dont je parlais, donc comme Einstein, que je voyais partout, parce que c'était l'époque, en fait, il était à la mode. Et donc derrière cette image, oui, je sentais qu'il se passait quelque chose, et moi je voulais vraiment accéder au message, plus qu'au messager. Et du coup, j'ai essayé de décortiquer, mais en vain. J'étais vraiment trop, j'étais pas suffisamment encore opérationnel pour comprendre la complexité de ce qu'il voulait, de ce qu'il expliquait. Et après, ça a été vraiment au travers des livres que j'ai découvert pas des gens, mais surtout en fait ce qu'ils ont fait. Moi, je retiens plus ce qu'ils ont fait que ce qu'ils sont. La seule personne que je retiens en tant que personne, il y en a deux. C'est Léonard de Vinci et le Petit Prince. C'est les deux seules personnes pour qui j'ai une véritable admiration, mais autant pour le message que pour le messager. Et pour tous les autres, c'est vraiment les messages qui me sont restés, ou ceux qu'ils ont découverts. Donc, ce sont des scientifiques qui ont découvert certaines choses qui m'ont vraiment
qui m'ont vraiment bluffé, pour lesquels j'ai mis des années à m'en remettre, où ça a été compliqué. Tu nous en cites quelques-uns? Mais l'exemple typique, c'est l'expérience d'Alain Aspect. Alain Aspect, moi, j'en parle depuis 2015. Depuis 2015, je donnais des conférences où justement je parlais de ces travaux. Je disais, mais attendez, et à chaque fois que je parlais de ces travaux, à la fin, quand j'expliquais, moi, dans ma tête, j'imaginais que tout le monde se levait, tout le monde enlève son t-shirt, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Toujours calme plat, tu vois, tac, tac. Et ça, c'était incompréhensible pour moi. Incompréhensible, parce que de tout ce que j'ai appris à cette époque-là, c'était la chose la plus folle. L'intrication. Ça, c'est 2015. Donc, il a obtenu son prix Nobel l'année dernière, Alain Aspect, donc largement mérité, bien évidemment. Hein. Il aurait d'ailleurs, c'est surprenant qu'il ne l'ait pas eu avant. C'était incompréhensible. Oui, il y a un sacré gap, oui. Là, c'est complètement fou. Et donc là, il a commencé à être populaire, donc tout le monde a commencé à le connaître, et du coup, c'est devenu une vedette. Mais néanmoins, le problème reste le même, c'est-à-dire c'est les implications de cette intrication. D'accord ? C'est quelque chose qui dépasse totalement l'entendement. Je parle bien des implications. Et donc en 2015, c'est vrai que c'était dur pour moi, parce que je me sentais un peu seul, un peu isolé, et il y avait très peu de gens déjà qui étaient au courant. Et ceux qui l'étaient, il y en avait très peu qui mesuraient vraiment l'implication de ce que signifiait en fait cette expérience. Et puis dans l'histoire des sciences, c'est unique. Oui, c'est ça. C'est unique. On n'a jamais vu un débat philosophique qui avait été démarré par Bohr et Einstein, qui a duré des années, qui d'ailleurs ont très peu, contrairement à ce qu'on pensait, ont très peu intéressé la plupart des scientifiques à l'époque. Ils n'ont intéressé que Bohr et Einstein, mais qui d'ailleurs étaient vraiment les deux qui se démarquaient. Mais ils avaient absolument raison de se prendre la tête, parce qu'ils avaient compris que là, il se jouait quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que là, on peut pas se dire juste, nous, on fait des expériences et puis basta, les implications, on verra plus tard. Mais non, vous vous rendez pas compte. C'est beaucoup trop grave, en fait, là. C'est-à-dire que si ce qu'on est en train de dire est vrai, mais le monde que l'on pense, mais il est archi faux, en fait. Il est archi faux. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous vivez sur des croyances qui sont sur des sables mouvants, là. Oui, arrêtez tout, en fait. Le reste n'a plus de sens. Vous pouvez plus rentrer chez vous, mettre devant la télé, tout ça. Non, mais attendez, tant qu'on n'a pas réglé cette histoire-là, personne ne sort. Tu vois, donc pour moi, j'ai passé plusieurs années là à être un peu sur un nuage, parce que c'était exaltant, et en même temps un peu frustré parce que c'était difficile de trouver du monde qui était vraiment attaché autant aux implications de cette expérience. Et puis après, il y a eu un phénomène de mode, tout a été repris un petit peu de travers certaines fois aussi. Mais bon, en tout cas, les travaux d'Alain Aspect sont probablement des résultats d'expérience les plus importantes de l'histoire pour moi. C'est Après, il y a beaucoup de personnes qui pourraient justement t'opposer que finalement, c'est peut-être important d'y réfléchir, en tout cas que certaines personnes puissent y réfléchir, mais que ça change pas fondamentalement ce que les gens y font dans leur vie de tous les jours. Et là, même sans forcément aller trop loin, dans cet épisode, j'entends, parce qu'on aura l'occasion de le développer, mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que ça change considérablement tout. Oui, ça change tout, absolument tout. Et je reviens au premier podcast que nous avons fait, c'est l'illusion. On vit dans une illusion. En fait, on pense qu'on a le choix et que c'est le choix qui fait notre liberté, mais pas du tout. Quel est le sens de la philosophie? Quel est le sens de l'épistémologie? C'est pas juste de réfléchir, c'est de poser le cadre du pourquoi. Parce que le pourquoi nous amène à poser les bonnes questions. Et du coup, à faire les choses en conscience. Parce que quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, on a une responsabilité. C'est pas un enfant qui joue dans le bac à sable et puis peu importe. Non,
Parce que les recherches ont des conséquences sur notre quotidien. Aujourd'hui, on le voit bien, toute notre vie est rythmée par les conséquences des avancées scientifiques. Regarde, aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux, le fait que nous soyons autant sur les écrans, parce que c'est quand même un phénomène, mais c'est exclusivement lié aux effets de la science. Et là, je ne parle pas du fait que ce soit bien ou pas bien. Ça, c'est encore autre chose. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est de se dire pourquoi. C'est d'arriver à se poser les bonnes questions et du coup avoir une utilisation intelligente des outils. C'est la grande question que pose le film Oppenheimer. Et oui, Oppenheimer, c'est la crise du pourquoi. Oppenheimer, c'est le règne du comment, d'accord? Mais c'est vraiment le mal-être qui est créé justement par cette absence de pourquoi et qui naît petit à petit justement chez Oppenheimer au fur et à mesure qu'il mesure les implications des conséquences de ce qu'il a fait. C'est que ça. Donc, oui, je suis désolé, ça change complètement le monde parce que nos actions au quotidien, notre façon de manger, notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon d'interagir avec l'autre change en fonction de la façon dont vous voyez le monde. D'accord? Je te donne un autre exemple. La science nous a permis de savoir que notre univers, tu vois, a à peu près 14 milliards d'années. D'accord? Donc, déjà, ça veut dire que il y a une histoire. Mais une personne qui vit dans ce monde en se disant l'univers a 14 milliards d'années et nous, l'humain, on est là depuis quelques millions d'années. Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui se dit le monde a 6000 ans. C'est-à-dire que le monde est né avec nous. Si tu te dis ça, tu ne vas pas interagir de la même façon avec les dieux, et donc du coup tu vas pas interagir de la même façon avec tes semblables, avec les animaux, avec les autres espèces, avec les végétaux, etc., etc. Notre représentation du monde, parce que dans le cas de ce que nous amène la science et qu'elle nous permet de savoir, et d'ailleurs aucun autre outil nous aurait permis de le savoir, entre parenthèses, d'accord? Voilà. Donc cet outil scientifique qui est fondamental nous a permis d'obtenir un résultat inédit, qui est que cet univers a vécu la plus grande partie de sa temporalité sans nous. Sans nous. Donc, ça veut dire que nous, là, on est presque des invités. Donc, ça amène de l'humilité. Et force est de constater que aujourd'hui, notre comportement en tant qu'humain, il est plus arrogant qu'autre chose. Il est arrogant dans notre façon de consommer, il est arrogant dans notre façon de nous comporter, et il est arrogant dans notre façon de traiter les autres. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est lié à notre façon de penser le monde. D'accord? Donc, ça change tout. Parce que oui, si vous mesurez les implications de quelque chose, peut-être qu'après, vous aurez plus envie de regarder Netflix. Et que vous aurez envie de lire des bouquins. Donc, ça change absolument tout. Absolument tout. Du coup, là, tu reviens, Pierre, sur les bouquins. Tu as parlé justement des ouvrages par lesquels toi, tu as beaucoup cheminé. Est-ce que tu pourrais nous en citer peut-être 3 qui, pour toi, sont des incontournables pour justement s'éveiller là-dessus et venir vraiment cheminer vers quelque chose d'autre qui nous sorte un petit peu de notre zone de confort, de notre quotidien? Ah là, des bouquins, il y en a tellement. Il va falloir que je choisisse... Bon, évidemment, la masterclass, c'est Le Petit Prince. Hein. Il faut commencer par ça. Ça, c'est indéniable. Mais des ouvrages, il y en a tellement que c'est très difficile, une fois qu'on commence à faire des liens, à les distinguer et à les séparer, parce qu'ils font partie d'une toile. Mais pour une personne qui voudrait vraiment rentrer dans la démarche dont je parle, l'ouvrage, effectivement, l'un des ouvrages phares qui a été très important dans ma vie, effectivement, c'est l'ouvrage de Johnston.
Notre existence a-t-elle un sens? Ça, c'est un bouquin qui a la qualité, une qualité d'écriture exceptionnelle parce que justement, elle a cette vision systémique. C'est-à-dire que Johnston a la chance justement d'avoir plusieurs casquettes et d'avoir justement une connaissance comme ça transversale et d'arriver à faire le lien entre plusieurs choses. Et donc, il prend du recul et pose vraiment l'ensemble de ce que l'on sait dans les différentes branches du savoir pour pouvoir non pas critiquer, mais faire juste une analyse. Et après, c'est à chacun, en fonction de ce qui est de ce que l'on sait, de la façon dont c'est posé, de faire son cheminement et d'essayer de pousser le raisonnement le plus loin possible. Et la façon dont est construit ce bouquin, tu vois, ben aujourd'hui, c'est inédit en fait. Il n'existe pas d'autres ouvrages dans la même veine, dans la même construction. Parce que finalement, il est assez neutre au départ. Il veut juste faire un état des lieux de ce que l'on croit savoir. Et pour montrer comment, petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, en fait, ça bouleverse complètement notre façon de voir les choses. Alors oui, il en parle dès le début où justement il insiste sur le fait qu'il ne se base que sur des choses qui ont été cadrées scientifiquement. Ah oui, oui. Et il vient justement juxtaposer pas mal de choses au démarrage pour poser et dire bah ça existe, ça existe, ça a été vu, ça a été pensé, et ça permet après de pouvoir cheminer. En fait, il y a une distinction très forte entre ce qui est théorique, ce qui est validé, ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on croit savoir et ce que l'on pense qui est vrai. Donc là, il y a une véritable rigueur, et surtout, il y a une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop vite en besogne sur les termes, on parle que de ce que l'on sait vraiment, d'accord ? Et du coup, on ne trompe pas le public. Le lecteur n'est pas trompé. Le lecteur, on lui parle vraiment de ce que l'on sait et de la façon dont on le sait. Et on lui dit, attention, ça on le dit, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et là, il y a quand même une humilité aussi, encore une fois, qui est très très forte et qui, dans tous les ouvrages que j'ai lus par la suite, je ne trouve plus. Et ce travail comme ça, qui travaille sur plusieurs axes en même temps, parce qu'en général, les bouquins aujourd'hui sont tous spécialisés, hein, tous. Hein. Soit c'est des neurosciences, soit c'est de la philo, soit c'est tu n'as pas un rayon aujourd'hui dans les librairies pluridisciplinaire. Tu vois, chacun est rangé dans son coin, puni. Tout le monde est puni. T'as pas le droit de communiquer, de dialoguer avec les copains d'à côté. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment symptomatique. Normalement, on ne devrait pas pouvoir les classer, les livres. Ça devrait être une bibliothèque d'Alexandrie et chut, on y va. Et tu dois passer 3 jours pour pouvoir trouver ton bouquin. Basta. Ah oui. Est-ce que tu veux quand même nous en donner 2 petits derniers pour la route? Sans parler d'une quelconque hiérarchie d'intéressons, pas parce qu'on a vraiment bien compris que tout ça c'était lié, c'était des parties d'un puzzle, mais en tout cas peut-être une ou 2 autres portes d'entrée pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et justement qui sont dans les starting blocks. Ouais, il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué dans mes travaux de recherche sur la physique quantique notamment. C'est le livre de Bernard d'Espagna, À la recherche du réel. Et ça, c'est le regard d'un physicien, évidemment, sur la physique quantique. Et lui, Bernard d'Espagna, donc très, très grand monsieur, qui a eu très rapidement cette compréhension de la dimension philosophique de la physique quantique. C'est probablement, en France, l'un de ceux qui avait le mieux compris les implications de la physique quantique. Donc, Bernard d'Espagna, ça, nous on y reviendra évidemment parce que c'est prévu de vous apporter ça, mais c'est à connaître. Hein. Je veux dire, Bernard d'Espagna, c'est un incontournable. Ok. Et ensuite, si je dois en donner un dernier, ça serait celui-là, il est très très bien. Il est très très bien. Arthur Koestler, Le cheval dans la locomotive. Le cheval derrière la locomotive? Non, dans la locomotive.
Le cheval dans la dans locomotive. la locomotive. D'accord, je découvre, je ne le connais pas celui-là. Alors là aussi, incroyable. Là, il y a un gros travail. Donc là, vous verrez de toute façon pour ceux qui le liront, hein, il y aura, ce sont des éléments sur lesquels moi je me base pour la façon dont je construis mes cours. Mais il y a dans cet ouvrage justement cette vision transversale et du coup qui modifie notre façon de voir les choses quand on les regarde séparément. C'est-à-dire qu'un même élément, quand vous prenez par exemple un élément, je sais pas, de sociologie, d'accord, un élément de mathématiques, un élément de biologie, quand vous les regardez individuellement, ils vous donnent un horizon. Ils vous peint un tableau, d'accord. Quand vous les mettez les trois ensemble, mais c'est pas un mélange des trois. C'est encore quelque chose d'autre. Et ça, mais c'est tellement le cœur de mon travail. C'est tellement fondamental de comprendre ça. De comprendre qu'il ne sert à rien d'accumuler du savoir. Ça ne sert à rien. Pierre, c'est absolument parfait. Tu nous fais la transition absolument parfaite pour le prochain épisode où justement on va parler de transmission, de savoir, de connaissances et d'information. Ce mot qui est utilisé vraiment à toutes les sauces. Tout à fait. On va venir remettre certaines notions derrière tout ça. Je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Oui. Et justement, on se retrouve pour traiter ce sujet-là sur le prochain épisode. Parfait. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.